Le journaliste David Servenet et l'auteur de bande dessinée Jacques Raynal ont décidé de donner un regard neuf sur cette affaire dans une BD. Ben Barka, la disparition, édition Futuropolis. Bonsoir David Servenet. Bonsoir madame. Alors il y a un mur de silence depuis 60 ans autour de cette affaire. Déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est Mehdi Ben Barka? Alors Mehdi Ben Barka, c'est un peu le Jean Jaurès marocain. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui était à l'époque le principal opposant à la figure du roi. Hassan II. Hassan II à l'époque, d'abord Mohamed V puis Oui. Hassan II, puisqu'il a connu les deux. C'est un homme qui a des idées assez radicales, de gauche, d'une gauche dite révolutionnaire, mais en même temps, Mehdi Ben Barka, c'est quelqu'un qui est très pragmatique. C'est un politique fin, qui aime le compromis, qui arrive, d'ailleurs, qui s'entendait plutôt bien avec Mohamed V, avec qui il partageait le désir de mener le Maroc vers une sorte de monarchie constitutionnelle, un petit peu à l'anglaise. Et à un moment donné, il va se retrouver en butte avec le successeur, c'est-à-dire Hassan II, qui lui est partisan d'une monarchie absolue. Et les deux hommes qui se connaissent très bien, puisque Mehdi Ben Barka, qui est professeur de mathématiques, est prof au Collège Royal où il a eu pour élève Hassan II. Et là, l'opposition va se faire entre les deux hommes. Mehdi Ben Barka était très apprécié par la jeunesse marocaine. Absolument. C'était quelqu'un qui était extrêmement populaire parce qu'il savait parler au peuple. C'est quelqu'un qui venait du peuple, qui s'était fait un peu par lui-même. Et il va être obligé de fuir son pays. Et pendant plusieurs années, il va être pourchassé par les services secrets marocains jusqu'à ce qu'il se fasse enlever, effectivement, le 29 octobre 1965. Alors, vous émettez justement plusieurs hypothèses sur cette disparition. Pourquoi? Par qui? Quelles sont ces différentes hypothèses? Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, puisqu'en fait, on sait pas mal de choses, mais il reste à peu près deux inconnus. C'est de savoir exactement comment il est mort, vraisemblablement un peu par accident, entre guillemets. C'est-à-dire que les hommes qui l'ont enlevé, et notamment un truand qui s'appelle Georges Boussèche, qui est une espèce de monsieur très fort, très musclé, va le malmener. Il ne sait pas que Mehdi Ben Barka souffre d'une faiblesse aux vertèbres cervicales. Et à un moment donné, dans une espèce de bagarre, il va le tuer, mais involontairement, si je puis dire. Donc ça, c'est un point sur lequel on n'a pas exactement tous les tenants et les aboutissants. Et le deuxième enjeu qui est extrêmement important, c'est de savoir où est passé le corps de Mehdi Ben Barka, puisqu'ensuite il a disparu à proprement parler. C'est pour ça qu'on a appelé le livre Ben Barka, la disparition. Et là, on ne sait toujours pas où a été enterré Mehdi Ben Barka, alors que tant du côté français que du côté marocain, il y a des gens qui savent où il a été enterré. Alors, c'est la plus ancienne affaire judiciaire encore ouverte, c'est ce qu'on disait. Pourquoi la France, depuis De Gaulle jusqu'à aujourd'hui, ne fait rien, justement? Alors, aucun des présidents, qu'ils soient de droite, de gauche ou du centre, depuis le général de Gaulle, n'a osé ouvrir toutes les archives sur cette affaire, alors qu'on sait que dans les archives des services secrets, donc à l'époque on appelait ça le SDEC, aujourd'hui c'est la DGSE, il y a des documents où il y aurait un certain nombre de réponses aux questions qui se posent encore. Pareil du côté marocain, les Marocains ont toujours refusé les commissions rogatoires envoyées par les juges, ont toujours bouclé leurs archives, eux aussi, de leurs services secrets. Donc voilà, il y a une espèce de consensus politique entre les deux pays pour ne pas vouloir faire la vérité sur cette affaire. Et quelle est sa responsabilité alors au royaume chérifien dans la disparition de Ben Barka? Alors elle est au moins aussi importante que celle de la France, puisque ça se passe en France, mais l'équipe qui l'enlève est composée à la fois de truands français, de deux policiers, d'un représentant des services secrets français, mais également de toute une équipe marocaine qui travaille aux ordres du général Oufkir, qui est à l'époque le ministre de l'Intérieur, et qui fait travailler une équipe de ses services secrets à lui pour la commande initiale du roi, d'Hassan II, c'est de ramener Ben Barka au pays. Pour en faire quoi? On ne sait pas, mais en tout cas, initialement, c'était pas de l'assassiner sur le territoire français. Comment vous avez mené votre enquête? Vous avez contacté des proches?
Alors, Ben Barka. on a travaillé beaucoup avec Bachir Ben Barka, le fils de Mehdi Ben Barka, qui évidemment lui veut savoir la vérité. 60 ans après, à l'époque, il avait 15 ans et aujourd'hui, il veut toujours savoir ce qui est arrivé à son père. Mais on a également travaillé avec tous les gens qui ont travaillé sur l'enquête judiciaire. C'est très important parce que il y a eu énormément de versions, y compris médiatiques, qui pour beaucoup ont été des écrans de fumée dans cette affaire. Mais tout ce qui a été validé judiciairement, donc avec des procès-verbaux, des interrogatoires, des recoupements, etc. Tout ça, nous, on l'a vérifié. Et de cette manière-là, tout ce qu'on raconte dans le livre est judiciairement avéré, si vous voulez. C'est très important parce que aujourd'hui, si on peut se baser sur quelque chose, c'est bien cette enquête qui dure depuis maintenant 60 ans. Il y a 14 juges d'instruction qui se sont succédés, qui ont fait un énorme travail, mais il manque encore quelques clés qui nous permettraient d'avoir la réponse à ces questions. Et où on en est aujourd'hui Alors, au niveau juridique? l'enquête est toujours ouverte. Il y a toujours des enquêteurs qui continuent à travailler dessus. Il y a régulièrement des gens qui se manifestent, donc il faut vérifier les pistes. La plupart du temps, elles ne mènent nulle part ou elles sont invalidées. Mais petit à petit, on arrive à avoir quelques bribes supplémentaires et qui laissent espérer qu'un jour, on saura la vérité complète sur cette affaire. Pourquoi avoir choisi la forme de la bande dessinée pour cette enquête? Alors, parce que quand vous dites Ben Barka a des moins de 40 ans aujourd'hui, la plupart des gens ne savent plus qui c'est. Donc, c'était important, à travers le média de la bande dessinée, de pouvoir s'adresser à des jeunes, à un large public aussi, parce que c'est une affaire qui est assez complexe et la bande dessinée justement nous donne l'opportunité d'expliciter de manière assez claire et pédagogique une affaire qui est quand même très complexe. Et qu'est-ce que vous attendez de cette BD? Alors, que peut-être de nouveaux éléments surgissent, que peut-être des témoins qui n'ont jamais parlé parce qu'on les a effrayés ou parce que ils ne voyaient pas forcément l'intérêt de leur témoignage se manifestent, parce que c'est la particularité des cold cases. Quand vous en reparlez et que dans le public, très souvent, il y a de nouveaux témoins qui se manifestent. Voilà, et ça peut aider les enquêteurs à avancer, même si effectivement on est 60 ans après les faits. Et vous pensez qu'un jour, les archives des services secrets occidentaux ou marocains parleront? Alors, certainement, je ne peux pas vous dire quand, mais c'est évident parce qu'il y a aussi les services secrets américains qui ont, la CIA a de nombreuses archives. Vous parlez du Mossad sur cette affaire. Les services israéliens aussi. Il y a beaucoup de possibilités d'avoir des informations encore inédites sur cette affaire. Donc, il ne faut pas exclure qu'effectivement, à un moment donné, on puisse obtenir des déclassifications et ce genre de documents qui permettraient de faire avancer la vérité. Ben Barka, La disparition, édition Futuropolis, qui est sortie aujourd'hui.